Le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes, vous présente le Tout Éco. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Tout Éco, le magazine économique grand format de Télé Nantes en partenariat avec Audencia, l'école de management de Nantes. Bien sûr, une fois n'est pas coutume, vous le voyez, nous nous sommes installés à la Cité des Congrès à l'occasion du Salon des entrepreneurs, 8e édition, il paraît le plus grand rassemblement d'entrepreneurs du Grand Ouest, c'est ce qu'on dit, plus d'une centaine d'exposants, 11 000 visiteurs attendus sur 2 jours, un événement bien sûr propice aux rencontres, aux échanges de cartes de visite, un lieu favorable, on peut le dire, à la mise en réseau. Ce n'est bien sûr pas le seul en Loire-Atlantique où les espaces de travail en commun se multiplient. On parle d'ailleurs, pour faire plus chic, d'espaces de coworking. J'avais envie de séparer ma vie au travail et ma vie personnelle, donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'avoir des bureaux. Et ce lieu me plaisait dans le sens où je peux rencontrer du monde sur place, mais aussi me créer un nouveau réseau. On choisit déjà les structures qui veulent rentrer en fonction de la motivation qu'elles ont à être là. L'idée, c'est de savoir si ce qu'elles pensent pouvoir apporter au lieu, ce que le lieu va pouvoir leur apporter. Donc il y a vraiment déjà une volonté de départ de ces personnes-là de se mettre en réseau. C'est le moment de rencontre au réfectoire, de rencontrer les autres structures avec qui on travaille en réseau. Puis entre salariés aussi, c'est un moment où on parle d'autre chose que du boulot. Voilà, être en réseau grâce au coworking, se mettre en réseau aussi en adhérant à un collectif, une association. Les opportunités pour les acteurs du monde économique de se voir, de s'entraider, n'ont peut-être jamais été aussi nombreuses. Il y a des réseaux pour tout, pour aider les créateurs ou les repreneurs d'entreprises, pour défendre un métier, un secteur d'activité, pour défendre la place des femmes au travail ou des jeunes. Que vient-on chercher dans un réseau? Comment choisir son réseau? Comment être choisi dans un réseau? Est-ce utile pour faire des affaires? Peut-on s'en passer? Eh bien, toutes ces questions, nous allons y revenir dans ce Tout Éco. Mais avant d'entendre les réponses de nos invités, retour sur quelques actus économiques du mois en Loire-Atlantique. À Nantes, le traditionnel marché de Noël s'est ouvert dans un climat de sécurité renforcé, 1 an après le drame de la voiture folle et quelques jours seulement après les attentats de Paris. Les exposants espèrent que les clients seront malgré tout au rendez-vous. Certains réalisent 45% de leur chiffre d'affaires en décembre. Il y a forcément une inquiétude que la fréquentation soit en diminution par rapport aux années précédentes. Mais je crois les Nantais capables de venir profiter du marché comme tous les ans. Des Nantais qui pourront également profiter de l'ouverture des commerces du centre-ville les 2 dimanches avant Noël pour la 2e année consécutive. Les galeries marchandes et les grands centres commerciaux ne sont pas concernés. Contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges, le projet est dans les starting blocks. Un protocole d'accord a été signé ce mois-ci pour dévier les rails qui passent à l'intérieur de ce site industriel sensible. Le financement est acté, 150 millions d'euros, un tiers pour l'État, un tiers pour les collectivités, un tiers pour Total. Avoir l'État, mais les collectivités toutes unies derrière ce projet, c'est le signe qu'on est accueilli favorablement dans cette région et qu'on est capable de voir la raffinerie perdurer. Le calendrier prévisionnel est confirmé. Choix du tracé début 2016, déclaration d'utilité publique fin 2017 et livraison du chantier en 2021. Lacroix Signalisation, le spécialiste des panneaux indicateurs en difficulté. Le groupe de Saint-Herblain, qui compte 700 salariés, a annoncé un plan social. Un plan qui prévoit la fermeture d'un certain nombre d'agences commerciales en France. 64 postes pourraient être supprimés. Je vous invite dans un premier temps à prendre quelques respirations profondes en gonflant bien votre ventre à l'inspire et bien le vider à l'expire. On termine avec cette initiative originale, l'ouverture d'un bar à sieste à Nantes. Un petit somme d'une vingtaine de minutes avant de retourner au bureau. Idéal, paraît-il, pour booster la performance.
Le bar à sieste, peut-être une autre forme de réseau. C'est en tout cas le sujet de ce numéro de Tout Éco en partenariat avec Audencia. À quoi ça sert ces réseaux économiques? Sont-ils indispensables pour se développer, réussir son entreprise? On va en parler tout de suite avec nos invités. Je reçois sur cette première partie Vincent Lefebvre, enseignant-chercheur à Audencia. Bonjour. Cyril Corlet, ancien directeur du réseau Entreprendre Atlantique, un réseau que vous venez de quitter pour vous lancer dans votre propre affaire, Boss to Boss. Et puis également avec nous Jean-Pierre Lucas, président d'Initiative Pays de la Loire, un réseau associatif de financement de créateurs d'entreprises. Vous êtes d'ailleurs présent ici sur le Salon des entrepreneurs. Vous représentez l'ensemble des structures qui en Loire-Atlantique accompagnent les jeunes entrepreneurs. Également avec nous dans le public, François Badenès, cofondateur de l'Atlantique 2.0, le cluster du numérique à Nantes, une autre histoire de réseau bien sûr, une histoire commencée en 2008 qui a fait un sacré bout de chemin depuis. Vous serez sur cette émission notre grand témoin, vous allez suivre nos échanges et tout à l'heure vous nous apporterez votre expertise, votre regard. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence avec vous, Vincent Lefebvre. Est-ce qu'on connaît exactement le nombre de réseaux économiques constitués aujourd'hui en France et a fortiori dans notre région? Alors, il est extrêmement difficile de quantifier de manière précise le nombre de réseaux d'entrepreneurs qu'on peut retrouver. Ils s'en créent peut-être un en ce moment même, et on ne le sait pas, de manière formelle, de manière informelle, oui. On ne le sait pas. Et au-delà de ça, ils peuvent avoir parfois une structure juridique qui permettra de les identifier, parfois non. Parfois c'est un service porté par une entreprise, parfois un service porté par une chambre consulaire. Donc il est très difficile de savoir précisément le nombre de réseaux. Il y a des tentatives d'annuaires qui permettent de les identifier, mais c'est jamais exhaustif. Mais c'est quoi? C'est des centaines, des milliers en France, on parlera de centaines, voire de milliers de réseaux de dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, tous ces dirigeants d'entreprise, dans ces réseaux? Pourquoi ont-ils tant besoin de se retrouver? Alors, quand on parle de réseau d'entrepreneurs, on parle de deux choses. On parle du réseau de l'entrepreneur, l'individu, qui sont ses relations sociales, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Et on parle aussi de ces réseaux formels de dirigeants d'entreprise qui sont, au final, un autre lieu, un autre endroit dans lequel on va avoir d'autres types d'interactions. On n'est plus sur le réseau familial, les amis, la famille. On n'est plus sur le réseau de l'entrepreneur qui est avec ses clients, ses fournisseurs, les acteurs avec lesquels il est en interaction, toutes les parties prenantes. On est sur des relations de pairs. Tu es entrepreneur, je suis entrepreneur. On peut peut-être parler de nos problèmes d'entrepreneur, échanger, trouver des corrélations. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher Alors, on a différentes choses. Alors, en général, l'effet que déclare un entrepreneur, c'est rompre l'isolement. Alors que l'isolement, il est avec ses clients, ses fournisseurs, il est avec plein de monde. C'est quel isolement? C'est l'isolement d'être tout seul dans son métier d'entrepreneur. C'est de pas d'avoir d'échange sur son métier d'entrepreneur. Donc, il cherche à trouver des interlocuteurs avec lesquels il va pouvoir parler de ses problèmes. Il va pouvoir peut-être aussi trouver des ressources, des moyens pour faire des choses nouvelles et aussi éventuellement des opportunités d'affaires. Alors on parle peut-être de 3 types de flux, 3 types d'échanges, des opportunités de business, des ressources, des conseils, des compétences, des amitiés. Jean-Pierre Lucas, vous approuvez ce que vient de dire Vincent Lefebvre. Vous êtes un réseau de financement des entreprises en France. Vous accompagnez les créateurs d'entreprises, plus de 1100 ici en Pays de la Loire chaque année. Sur la région Pays de la Loire, plus de 1100 chaque année. En France, plus de 15 000 accompagnants. Oui. Et les gens que vous accompagnez, ils ont besoin d'aide et ils sont là aussi pour... écoutez, moi, vous êtes là pour les aider à rompre l'isolement, c'est ça que... La personne qui veut créer une entreprise, moi je peux passer tout de suite un message, il ne faut pas qu'elle reste seule. Il faut qu'elle prenne des contacts, il faut qu'elle soit accompagnée, incontestablement. Il y a encore beaucoup trop, si vous voulez, de personnes qui se lancent dans la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise sans avoir pris contact avec un certain nombre de personnes, d'associations, de structures qui peuvent les accompagner. Mais à votre avis, pourquoi justement les gens hésitent à frapper à votre porte pour vous savez, déjà aujourd'hui, la première réaction qui vient à l'esprit de quelqu'un qui veut créer son entreprise, dans 90% des cas, les sondages que l'on a faits, c'est « est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour créer ?» Donc son premier réflexe aujourd'hui, la première personne qui va voir en général, c'est son banquier, peut-être son expert comptable.
Donc il faut c'est pas la bonne démarche en non, tout cas. il faut surtout pas faire ça. Faut pas à mon faire avis. ça. Non, il faut d'abord parler de son projet. Il faut travailler en amont avec des gens qui vont vous aider, si vous voulez, à expérimenter, à réfléchir, etc. sur votre projet. Que ce soit une reprise d'épicerie fine ou que ce soit, comment dirais-je, un projet innovant d'usage ou technologique, c'est exactement la même chose. Hein, il y a un temps de maturation qui est absolument nécessaire. Ensuite, on parlera argent. Et alors, justement, vous n'apportez, quand quelqu'un vient vous voir, il vient peut-être d'abord chercher de l'argent, mais vous lui proposez autre chose. Il vient chercher de l'argent, mais nous, on lui propose autre chose. C'est-à-dire on lui propose un accompagnement sur son projet. Ouais. Est-ce que son projet, l'étude de marché, déjà, le business plan, est-ce que vraiment il y a un besoin, il y a un produit? Si c'est un produit innovant, il va falloir travailler donc davantage. Mais non, ensuite, on va l'aider ensuite à trouver les moyens, si vous voulez, du financement de son entreprise. Et ça, c'est effectivement une manière de rompre l'isolement du créateur d'entreprise. C'est un peu le même principe qui se joue aussi dans le réseau Entreprendre Atlantique, dont vous avez été directeur pendant 5 ans, Cyril Corlet. C'est un réseau aussi qui accompagne les créateurs, les repreneurs d'entreprises, peut-être à un niveau au-dessus de celui d'initiative, avec des projets un peu plus gros, c'est bien cela ? Oui, je préfère parler de projets un peu plus gros qu'un niveau au-dessus. C'est effectivement des projets où il y a de la création d'emplois. Donc, on est sur des entreprises. Il n'y avait rien de péjoratif dans ma formulation. Je ne l'ai pas pris comme ça. Donc, des projets qui, effectivement, vont être sur la future PME, des projets qui vont créer 15, 20, 30 emplois dans les années qui viennent. Et le besoin d'accompagnement, c'est effectivement de rompre la solitude. On l'a dit déjà pas mal de fois. Les raisons pour lesquelles les entrepreneurs viennent dans des réseaux, je pense qu'elles sont multiples. Mais la raison principale, c'est l'échange avec ses pairs. Il peut échanger, on le disait tout à l'heure, avec des collaborateurs, des clients, avec beaucoup de monde, mais cette passion de l'entrepreneuriat qu'il a, elle donne aussi le besoin d'échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques que lui. Mais au sein du réseau Entreprendre, donc, il y a des chefs d'entreprise qui accompagnent des jeunes créateurs, donc ils donnent de leur temps, et c'est du bénévolat, on est bien d'accord. Absolument, ils donnent un peu d'argent parce qu'ils cotisent, et du temps, en moyenne une 30aine d'heures par an, ce qui dans l'agenda d'un chef d'entreprise est beaucoup de temps finalement. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Pourquoi ils font ça en fait? Est-ce que vous avez compris leur motivation, vous qui les avez côtoyés pendant 5 ans? Au bout de 5 ans, j'espère en avoir compris au moins quelques-unes. Je pense que personne ne vient pour un don pur, avec l'auréole blanche de l'ange. Quelle que soit d'ailleurs l'association dans laquelle on s'inscrit, même une association purement caritative, je pense qu'on y va aussi pour soi à un moment ou à un autre. Et chez Réseau Entreprendre, ça n'échappe pas à cela. Les dirigeants qui viennent donner de leur temps et un peu de leur argent viennent aussi pour y retrouver quelque chose. Ce qu'ils y retrouvent, je pense, c'est surtout un peu de fraîcheur. Si on prend l'exemple un peu caricatural d'un entrepreneur qui a réussi, qui a déjà 15 ou 20 ans d'ancienneté dans son entreprise, accompagner quelqu'un qui se lance, qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est aussi retrouver un autre mode de fonctionnement, un autre mode de management, un autre rapport à la société et au monde qui va l'enrichir dans sa propre entreprise, puisque les entrepreneurs, par définition, sont des gens qui sont très connectés aux évolutions du monde et de la société. Alors, ok pour les sources d'éternelle jeunesse, les réseaux, ok, mais il y a peut-être aussi à moyen ou long terme d'essayer de retrouver un peu de business, un peu de chiffre d'affaires, peut-être que des retombées indirectes en faisant partie d'un réseau. Alors, même si on ne le dit pas comme ça, il y a quand même, il peut y avoir cette idée-là quand même. Rares sont les réseaux d'entrepreneurs ou les réseaux d'accompagnement qui ont des relations mentorales ou autres, qui affichent ou qui auraient comme intention de faire du business les uns avec les autres, de générer du business. Un mentor ne vient pas chercher auprès d'un mentoré le moyen d'accéder à un nouveau marché, mais il se passe des échanges. Et de ces échanges, en fait, c'est ce qu'on va appeler le capital social, pas au sens juridique du terme. Le capital social, c'est l'ensemble de mes relations peut me mettre à disposition. Ça peut être des ressources, ça peut être un contact avec un client. C'est jamais direct. Toutes ces choses-là sont jamais directes. Le cheminement dans la sphère des relations, dans la toile des relations, n'est jamais direct. Ce qui va être donné par un mentor va être un conseil. Le conseil va amener une mise en relation avec un tiers qui amènera peut-être une affaire au mentor qui... On ne connaît pas le cheminement exact de ce qui va se passer au sein. C'est une véritable toile dans laquelle circulent des flux. Ces flux sont de différentes natures, et le don contre don qu'on évoquait tout à l'heure, le don part d'un endroit, reviendra par un autre. On ne sait pas véritablement faire le cheminement complet. Sans le dire, tout le monde le sait et c'est implicite finalement.
Alors, c'est implicite, mais ce qui est important dans le conseil que l'on donne, dans l'accompagnement, que ce soit chez Initiative ou chez Réseau Entreprendre, c'est la gratuité du conseil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de valeur qu'un conseil où il n'y a aucun intérêt pour celui qui le donne. Il n'est ni fournisseur, ni client, ni actionnaire. C'est quelqu'un qui va donner un conseil gratuit, dans le sens le plus pur du terme. Après, pour répondre à la question du business, il y a d'abord des réseaux business qui existent. On peut citer BNI, mais on peut en citer plein d'autres. Et je pense que le business est une conséquence induite heureuse derrière ça. Quand on vient dans un réseau qui n'est pas business, on vient d'abord pour donner un peu de son temps et de sa cotisation. Et s'il y a une conséquence heureuse business, elle viendra après. Le retour sur investissement dans le domaine pur du business n'est pas suffisant pour motiver les entrepreneurs. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'ils viennent. Mais ils en retireront forcément quelque chose à un moment ou à un autre. Jean-Pierre Lucas, sur cette gratuité, ce don de soi. Nous, de toute manière, notre valeur principale, c'est la gratuité. Alors, on peut en discuter aussi, la gratuité. Il y a beaucoup de débats là-dessus. On pourra faire une émission. Qu'est-ce que veut dire exactement la gratuité? Nous, c'est la gratuité. Moi, je suis bénévole. J'ai travaillé assez longtemps dans une grosse entreprise. J'ai découvert le monde de la petite entreprise, de la TPE. Et je joue aujourd'hui donc un rôle de bénévole économique et social où j'accompagne donc des porteurs de projets. On n'est pas seul, on est des milliers en France donc à faire ça. Et ça, on le fait bénévolement. Alors là aussi, la question, c'est de dire mais pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Je le fais parce que je trouve aussi, c'est vrai, un intérêt un petit peu personnel de faire quelque chose et surtout de rendre utile aux autres. J'aurais pu aller dans le domaine humanitaire ou dans d'autres domaines. Je suis allé dans ce domaine, disons, du bénévolat économique et social avec d'autres permanents, d'autres salariés qui travaillent. Donc, c'est vrai que c'est important. Vous voyez, lorsque j'accompagne un créateur, lorsque je parraine aussi un créateur, et lorsque ce créateur réussit, évidemment, j'en tire aussi donc une certaine satisfaction. Un certain rayonnement. Un rayonnement, c'est évident. Je pense que ce qu'évoque Jean-Pierre est important. La question du sens de chaque réseau est important. Le sens que l'on peut donner à chacun des membres, le fait de contribuer et de participer au développement économique local a du sens pour chaque entrepreneur individuellement. Il a donné de son temps et de sa compétence pour pouvoir contribuer à ça. Et puis surtout, il contribue au développement économique local de son territoire et donc à son propre développement local par effet induit. Alors, on parle des réseaux. Après, allons à l'intérieur de ces réseaux. Comment ça fonctionne? Comment être un bon réseauteur? Est-ce qu'il y a des qualités requises particulières pour intégrer un réseau? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont relever des traits de personnalité de l'individu. Est-ce que je suis introverti, extraverti? Est-ce que j'ai tendance à aller naturellement vers l'autre? On ne transforme pas un introverti en extraverti, c'est très difficile. Ou autrement, il faut plusieurs années pour arriver à faire de tels changements. Effectivement, la personne qui a la tendance à aller vers l'autre, puis qui va être peut-être plus extravertie, aura plus de rapidité à aller vers l'autre. Est-ce qu'il y a des compétences même pour être un bon réseauteur? Il y a on peut travailler sur un certain nombre de composantes. Maintenant, il y a une attitude. Il y a une attitude et une adéquation aussi, ce qu'on disait précédemment, une adéquation entre l'attitude que l'on va avoir, les attentes que l'on peut avoir d'un réseau et le comportement qu'on va avoir au sein de ce réseau. Si je me trompe entre la philosophie, l'attitude, le comportement, je vais être en dissonance dans ce réseau. Vous avez rencontré des gens qui se sont trompés, Cyril Corlet, dans le réseau Entreprendre Atlantique? Ça peut arriver, mais je crois qu'à l'entrée, on explique déjà très clairement les raisons pour lesquelles des dirigeants peuvent venir. Donc il y a assez peu de... Il y a une forme d'adoubement? Il y a une forme d'adoubement. Vous savez, on demande déjà à un chef d'entreprise membre de Réseau Entreprendre de cotiser et de donner du temps. C'est déjà quelque part une forme de sélection naturelle assez forte. Donc voilà, il y a assez peu d'erreurs de casting finalement. Oui, Jean-Pierre Lucas. Nous, simplement, c'est surtout des TPE, très petites entreprises. Ils créent un emploi ou ils créent 2 emplois, donc tout à fait au départ. Donc nous, il faut l'inciter à rentrer dans les réseaux. C'est nous qui l'incitons. Parce que la première année de sa création d'entreprise, il est directeur commercial, directeur gestion, directeur finance. Il est tout. Donc, tout le monde n'est pas forcément armé pour affronter le regard du réseau. C'est pour ça aussi qu'on crée de plus en plus, à notre initiative, des clubs aussi, disons, d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Que même s'ils vendent du pain ou s'il est dans un projet non, ils rencontrent d'autres personnes qui sont confrontées à la même problématique, ma culture entrepreneuriale. Je suis devenu chef d'entreprise, je ne suis plus salarié, je vais discuter avec des personnes qui ont le même statut que moi. Ça, c'est très important. C'est pas forcément facile. Il faut du temps aussi. On constate en fait que il y a un comportement qui change en fonction
est-ce que je suis un réseauteur novice? C'est la première fois que j'essaye de rentrer dans un réseau avec la peur que ça génère, avec parfois le coup de pied aux fesses dont on a besoin pour se dire il faut que tu ailles, il faut que tu sors de chez toi, il faut que tu discutes avec d'autres. Le novice va mettre plus de temps à rentrer dans un réseau qu'un entrepreneur qui aura l'expérience du réseau. Et il faut accepter de perdre ce temps-là. Il faut accepter de perdre ce temps-là. En fait, c'est un apprentissage. On parlait de est-ce qu'il y a du bon réseautage. Il faut accepter le fait qu'il y a un temps d'apprentissage, qu'il va y avoir un temps d'observation, qu'il va y avoir un temps pendant lequel on va comprendre quels sont les flux, comment ça s'organise, quelles sont les personnes, qui peut me mettre en relation avec qui, comment se structure le réseau en lui-même. Ceux qui ont eu des expériences antérieures sont très rapides, ont l'œil pour voir comment ça fonctionne. Ceux qui abordent un réseau pour la première fois vont mettre du temps. Et il faut accepter de perdre ce temps, accepter de donner aussi pendant tout ce temps ce qu'on a à donner, parce qu'on est parfois une jeune entreprise, on pense ne pas avoir grand-chose à donner, et alors qu'on a une expérience antérieure en tant que cadre dirigeant, parfois dans d'autres structures, qui est une richesse pour chacun. Pour compléter ce que dit Vincent, je pense que le bon conseil qu'on peut donner à un entrepreneur pour intégrer un réseau, c'est de ne pas hésiter à prendre l'initiative et de s'engager. Intégrer un réseau, c'est commencer à travailler sur les sujets sur lesquels le réseau souhaite se porter. Et généralement, dans une entreprise, on attend un peu quelquefois d'être appelé. Dans un réseau, il ne faut pas hésiter à s'engager et à prendre l'initiative. On ne perdra jamais de temps parce qu'on connaîtra du monde, on verra de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques à aborder. Donc ce sera toujours un investissement heureux. Quand on arrive dans un réseau, la première chose à faire, c'est de distribuer sa carte de visite. Ça dépend qu'est-ce qui est écrit sur la carte de visite et quelle intention on a en distribuant cette carte de visite. Aujourd'hui, est-ce que cet outil-là est encore utile pour intégrer un réseau, pour se faire des connaissances, se faire un carnet d'adresses? Est-ce que c'est un outil aujourd'hui voit ici, on est au Salon des entrepreneurs, les gens distribuent des cartes de visite à tout va. Est-ce que c'est utile encore aujourd'hui? Moi, je pense quand même qu'il y a un point qu'il faut souligner, je ne sais pas si mes amis seront d'accord avec moi, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux. Il y a beaucoup de choses qui se montent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les jours il y en a. Il y a deux nouveaux réseaux de femmes entrepreneuses. Il y a beaucoup de choses, tous les jours ça monte. Par contre, ces réseaux, il faut qu'ils soient organisés et il faut qu'ils soient professionnalisés aussi, parce que c'est un vrai métier d'animer ces réseaux. Il faut une animation à ces réseaux, quelque part. Les gens ont besoin aussi d'une animation globale. Moi, c'est mon avis personnel. Donc là aussi, il y a peut-être des échecs dans un certain nombre de cas parce qu'il n'y a pas eu ce professionnalisme et disons du réseautage nécessaire qui s'organise. On fait du speed dating, on fait des conférences, on fait un certain nombre de choses. Voilà. Il faut choisir également son réseau en fonction du professionnalisme. Bien entendu, de ce réseau. Il ne faut pas aller n'importe où. Je vois des gens qui vont dans tous les réseaux aujourd'hui. J'en connais. Je vais faire du business, je vais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6 réseaux, ils sont partout. Les soirées, les dîners, les colloques. Mais oui, non, mais à un moment donné, qu'est-ce que ça... Voilà, il faut être très méfiant de cette chose-là aussi. Très bien, merci messieurs. On arrive à la fin déjà de cette première partie. Merci Jean-Pierre Lucas, merci Vincent Lefebvre, Cyril Corlet de nous avoir apporté votre éclairage. Nous allons continuer bien sûr à parler des réseaux économiques avec d'autres invités dans quelques minutes. D'abord, je vous propose ce sujet sur un de ces espaces de travail en commun qui pullulent un peu partout en France et bien sûr aussi dans notre région. Je veux parler des espaces de coworking, c'est plus chic de dire comme ça, paraît-il. Des lieux, ce sont des lieux, des bâtiments créés pour favoriser les échanges et le réseautage entre les différents locataires. Ils ont souvent de drôles de noms, ces espaces, multibureaux, Up to You, La Terrasse, l'Esperluette, La Chapelle. Nous sommes, allés au Solilab, 1600 mètres carrés au bout de l'île de Nantes, piloté par l'association des Éco-Soli, et qui sont dédiés à l'économie sociale et solidaire. Après 2 ans d'existence à peine, tous les bureaux du Solilab sont complets. On regarde. Thomas est chef de projet dans une agence de conseil. Il organise prochainement un forum en Bretagne. Pour cet événement, il avait besoin d'un expert en transition énergétique. Il l'a trouvé en traversant son open space. Ça nous plaît beaucoup d'être dans un open space, d'abord parce que c'est grand et qu'on a une sensation d'espace. C'est très lumineux, mais aussi parce qu'on travaille avec des gens qui sont, avec qui on peut trouver des intérêts communs. Pour être très concret, ça crée de la valeur aussi de créer des collaborations comme ça, qu'on n'avait pas envisagé, oui.
Donc c'est plutôt pour sensibiliser les gens sur ce que c'est la précarité énergétique, quelles sont les actions, mais les typologies d'actions on peut en mettre en œuvre avec des exemples un peu concrets à la clé. Mais on pourrait très bien rester chacun dans notre coin en se disant il ne faut pas parler aux autres. Hein. Mais non, je pense que les gens qui sont ici, ils sont venus aussi ici pour échanger, pour avoir des collègues quoi en fait. Ce plateau ouvert est partagé par une quinzaine de structures différentes qui payent 115 € par mois. Le Solilab propose aussi des espaces de bureaux plus classiques, de 200 à 480 € par mois. Mais le prix n'est pas le critère principal de sélection des locataires, il est surtout question d'état d'esprit. On choisit déjà les structures qui veulent rentrer en fonction de la motivation qu'elles ont à être là. L'idée c'est de savoir si ce qu'elles pensent pouvoir apporter au lieu, ce que le lieu va pouvoir leur apporter. Le premier filtre c'est qu'on propose des visites collectives. Nous on explique pendant un petit quart d'heure la philosophie du lieu, les fonctions, etc. On fait le tour des espaces. Et assez naturellement, en fait, des structures qui ne vont pas coller ou adhérer à nos valeurs, eh ben, on ne va pas les revoir après ce temps-là parce qu'ils ne vont pas s'y retrouver. Voilà. Bon, il n'est pas super bien rangé, mais et pour cause, on y travaille en fait. Nathalie s'y est retrouvée tout de suite. Cette graphiste indépendante a été l'une des premières à intégrer le Solilab, inauguré en février 2014. Je suis venue dans un bureau, c'est parce que je travaillais anciennement chez moi et que j'étais toute seule. Et donc c'est beaucoup plus facile de se créer un réseau quand on est indépendant, quand on a une porte ouverte et qu'on accueille les gens. C'est un lieu qui accueille beaucoup d'événements. Je participe également à ces événements et donc je peux rencontrer effectivement d'autres personnes. 3 personnes de l'association Ecosoli sont chargées de l'animation du Solilab. Petit déjeuner, événements festifs, stages de théâtre ou ici une boutique solidaire. Les occasions ne manquent pas de se rencontrer. La cantine est un autre point de ralliement stratégique. C'est vrai qu'il n'y a pas de perte de temps sur le déplacement, aller à un restaurant, on a tout sur place. Ça, c'est tout à fait pratique. On se décontracte parce qu'on essaye de développer notre activité. Donc voilà, même si on a le sourire, il y a toujours un peu de tension. Donc on essaye de se détendre. Et puis autour de la détente, parfois, il se passe des choses. On peut s'échanger des conseils, se remonter le moral, si tant est qu'il en soit besoin. Ou au contraire, je sais pas, partager les réussites. Enfin voilà. Bon courage à vous. Bon appétit. Merci. De toute évidence, la cantine est bonne. Avec 90 structures, environ 200 salariés, le Solilab affiche complet. Il faut attendre plusieurs mois avant que des bureaux se libèrent. Voilà, pour cet espace de coworking sur l'île de Nantes, retour sur le plateau de Tout Éco avec de nouveaux invités. Nous ont rejoint Marie-France Burgot, présidente de l'antenne nantaise pour l'association des dirigeants commerciaux de France. Hervé Germain est avec nous également, premier vice-président de Neopolia, un réseau de PME industrielles des Pays de la Loire. Mathieu Colombel, également cofondateur de Black Mill, une agence parisienne de production qui a ouvert des bureaux à Nantes il y a 1 an. Vous nous direz ce que vous avez découvert, si vous avez découvert une ville de réseau ici à Nantes et si ça vous a aidé à vous installer. Enfin, Virgile Lelon, président de la Jeune Chambre économique de Nantes. Et toujours avec nous, François Badenès, cofondateur d'Atlantique 2.0, le cluster de numérique nantais. En tant que grand témoin, vous nous apporterez votre point de vue en fin d'émission. Je commence avec vous, Hervé Germain. Neopolia, c'est un cluster industriel né à Saint-Nazaire au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est 180 PME de toute la région, 5 secteurs d'activité, la marine bien sûr, mais également les EMR, la construction navale, le pétrole, le rail, l'aérospace. C'est présenté comme une expérience unique en France. En tout cas, c'est ce que vous dites un petit peu. Est-ce que c'est vraiment le cas? En quoi c'est exemplaire? Alors, on dit que c'est unique parce que de toute façon, il faut toujours faire de la bonne promotion. À vrai dire, je pense que malgré tout, c'est assez unique le fait de réussir à développer des choses sur un mode très collectif, puisqu'il existe de nombreux clusters ou associations pour faire bien près de la bouche le micro. Pour faire du business. Mais donc sur ce mode-là, on peut dire qu'on est assez unique. Et à votre avis, c'est un modèle qui est exemplaire pour quelles raisons exactement? Alors, pour quelles raisons le fait de se mettre comme ça entre industriels, de collaborer ensemble pour gagner des marchés, c'est exemplaire? Alors c'est assez peu fréquent que des entrepreneurs se mettent ensemble pour prendre des affaires. Alors, on essaye tous de le faire. On travaille beaucoup en réseau dans un grand nombre d'associations. Par contre, de là à aller prendre des affaires
en commun, c'est bien plus difficile. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut réussir à faire en sorte que les gens travaillent ensemble, partagent beaucoup de choses ensemble. Et il faut qu'ils aillent très très loin dans le fait de se découvrir. Alors là, on voit une de vos plus belles réussites, peut-être, c'est l'obtention de commandes de navires de croisière fluviale obtenus auprès de l'armateur strasbourgeois Croisier Europe. 3-4 commandes, 3 bateaux, 4 bateaux, je sais plus. Actuellement, on en a réalisé un, celui que vous avez vu. Oui, le Loire Princesse. On en a 2 en construction et par la suite, on devrait certainement signer un nouveau navire d'ici avant la fin de l'année. Et puis, il y a d'autres projets à venir. Combien d'entreprises sur ce contrat avec Croisier Europe ? Le Loire Princesse, on était 15 entreprises. Sur l'Elbe, en cours, on est à peu près la même chose. C'est à peu près 70 personnes à travailler en permanence. Et parfois, des entreprises qui sont en concurrence. Comment on fait pour dépasser les méfiances légitimes entre les industriels ? Je dirais que la part fondamentale dans un système collaboratif, c'est de bien se connaître. Ouais. Donc les chefs d'entreprise liés à cette opération, on se connaît très très bien. Donc, on avait déjà fait des actions ensemble sur d'autres projets. Et ça veut dire on se réunit souvent, on fait des repas ensemble. Ça veut dire quoi, bien se connaître ? Chez Neopolia, il faut savoir qu'on a un conseil d'administration tous les 15 jours. Donc déjà, il faut être assez présent. Et concernant des projets de ce type, on se voit... déjà, on a une réunion par semaine sur toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Et puis, les chefs d'entreprise que nous sommes, nous rencontrons à peu près une fois par mois pour parler de ce projet et d'autres. Et le point fondamental, c'est de se faire confiance. Parce qu'il faut, sur des projets de ce type, il y a forcément, lorsqu'on répond à un projet de ce type, il y a des trous dans la raquette. Ouais. Donc il y a un moment donné où on a fait des oublis sur le chiffrage et il faut réussir à, bien évidemment, soit se partager le trou, soit réussir à se faire payer le trou par l'armateur. Mais et malgré tout, il y a un moment donné, il faut se mettre d'accord. Et vous y arrivez facilement ou il y a des petits moments de tension ? Il y a rarement des moments de tension du fait qu'on se connaisse bien. Je veux pas dire qu'il y en a... c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui. C'est moi qui chapeaute ce projet, donc je suis sûr, je le connais bien. Mais il a fallu aussi, ce qui n'est pas dit dans le projet qui a été monté, c'est qu'on s'est d'abord tous mis en compétition les uns les autres. C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir offrir un prix à l'armateur et de façon à obtenir le meilleur prix, bien qu'on se fasse confiance, il a fallu se challenger malgré tout. Entre vous ? Entre nous, oui. C'est-à-dire que là, ça ne crée pas d'amertume. Ah si, bien sûr, mais à un moment donné, on n'a pas le choix, puisqu'il fallait quand même offrir un prix. Et dans le cadre d'un projet collaboratif, même si on s'entend bien, si vous êtes 15 entreprises, il y en a toujours un qui va compter sur l'autre pour baisser son prix. Ça permet à l'autre de ne pas le faire. Donc à un moment donné, pour qu'il n'y ait pas ce problème, moi j'ai pris la décision à ce moment-là de mettre tout le monde en compétition. Donc il y a eu 2 électriciens à répondre, 2 tuyauteurs, tout en double. Et après, on a fait en sorte que l'armateur choisisse lui-même celui qui lui plaisait parmi toute l'équipe. Ce qui fait que... ça ne fragilise pas le réseau ? Alors, il y a eu une démission d'une entreprise liée à ça, mais les choses étaient claires dès le départ. Mais par contre, on en a amené plein d'autres du fait aussi de cette action. Aux dirigeants commerciaux de France, Marie-France Burgot, on vient pour défendre un métier, effectivement, mais peut-être aussi pour faire des affaires, non ? Alors tout d'abord, bonjour. Alors, faire des affaires, alors pour répondre à votre première question, on vient pour défendre un métier. Oui, notre première mission, c'est de valoriser la fonction commerciale et faire que cette fonction soit connue auprès des jeunes, reconnue par les pairs, puisque notre réseau est national et c'est le premier réseau d'entrepreneurs et d'experts de la fonction commerciale. Nantes, on est une des 80 associations et nous travaillons pour la valorisation de la fonction commerciale par des interventions, des ateliers. Et surtout, on a la chance d'avoir une intergénérationnalité avec les DCF juniors et puis tous les autres qui nous amènent à une performance, on parle de digital, entre autres. Mais est-ce qu'il y a aussi l'occasion pour certains d'échanger au-delà de réseaux et de monter des affaires ensemble ou de...
Alors, je vais répondre à cette question. Avant, quand on rentre au DCF, on a envie de s'engager, de donner de son temps, qui donne, reçoit, quelque part. Mais on n'est pas sur un réseau d'affaires où on cherche à monter un projet ensemble. Ce n'est pas la première chose. Cependant, il est clair qu'on fait des speed dating de façon à se connaître, que les affaires ensemble se font, mais ce n'est pas la première démarche, loin de là. On va vers les autres associations, on va vers les entreprises, on va vers les membres pour renforcer la performance, renforcer le savoir-faire, le savoir-être aussi. Et puis, il y en a quelque chose de très fort, c'est la solidarité. Tout à l'heure, vous en parliez un petit peu. Vous, elle est financière, nous, elle est beaucoup plus amicale, conviviale. Et ça, c'est fort dans un réseau. Puis les affaires viennent tout naturellement après. Virgile Lelon, à la Jeune Chambre économique, on fait des affaires ou on est loin de tout ça ? Alors, on est loin de tout ça. Finalement, la Jeune Chambre économique est une association de loi de 1901, affiliée à la Jeune Chambre économique française, qui regroupe sur le territoire environ 160 jeunes chambres. Et celle de Nantes, dont je suis président, nous sommes une quarantaine de membres. Et finalement, le but de notre association, de notre organisation, c'est de créer des changements positifs sur les territoires, donc entre jeunes citoyens entreprenants. Et finalement, le réseau business passe après. Voilà, ce n'est pas le but du jeu. Finalement, quand on est à la Jeune Chambre, on cherche d'abord à impacter, à s'engager, vraiment un engagement citoyen. Et après, peut-être qu'effectivement, au fur et à mesure des conversations et des liens, le réseau se crée. On est sur Jeune Chambre, donc c'est quand même réservé aux jeunes. Il faut avoir de 18 à 40 ans, c'est ça ? Ce sont les critères de sélection ? Il y a finalement qu'un seul critère pour pouvoir être adhérent de la Jeune Chambre économique, que ce soit française ou celle de Nantes. Il faut être âgé entre 18 et 40 ans. C'est l'unique clause finalement. Et aujourd'hui, donc, ces projets sont portés par ces jeunes au niveau du territoire, sans arrière-pensée, en se disant j'intègre ce réseau, peut-être que je suis en même temps en train de monter mon entreprise, ça va peut-être m'aider pour aller plus vite. Alors, il y a forcément un intérêt pour les jeunes qui viennent à la Jeune Chambre économique, car la Jeune Chambre économique est une association, comme je disais tout à l'heure, qui permet finalement de se former tout au long de notre parcours Jeune Chambre. Donc pendant ces 20 ans finalement d'engagement, si on commence à 18 ans et on termine à 40 ans, on peut se former, on se forme au management, au leadership, à la prise de parole, et c'est ce qui permet finalement de s'enrichir et de pouvoir progresser. La formation, un réseau comme un lieu de formation, c'est ce qu'on retrouve à Néopolia ou à DCF. Qu'est-ce que vous pourriez en dire, même chez vous, à Néopolia, en tant que les industriels aussi se forment un petit peu ou montent en compétence du fait de cette participation au réseau ? Oui, forcément. Oui. Il y a toujours de la formation. De toute façon, une entreprise sans formation, elle a du mal à grandir. Et puis, on s'appuie aussi, Néopolia s'appuie sur des centres de recherche. Et il y a beaucoup de partenariats dans divers domaines. Oui, au niveau des DCF aussi, c'est important. On a créé quelque chose de particulier parce qu'habituellement, on a des soirées et des intervenants, on se forme. Et on a créé pour les matinales avec des cercles échange et partage. C'est-à-dire qu'on a un expert qui vient pour un groupe de 10 personnes travailler. Et actuellement, pour nous, on a tout un cycle pour être digitalement performant. Parce que c'est la base du commercial de demain. Et il faut monter en puissance. Et les juniors nous amènent un certain nombre de choses, nous apprennent. Et par contre, en management, comme vous disiez, les plus expérimentés sont en capacité de dire comment recruter, comment évaluer la fonction commerciale, quel salaire attribuer, disons par rapport à des objectifs. Donc là, c'est vraiment une complémentarité. Mais c'est en permanence. Alors, ce n'est pas toujours à des cycles de formation ouverts, parce que je pense que pour bien se former, il faut avoir envie de se former, envie d'apprendre et à l'écoute en permanence. Mais c'est aussi à travers les lectures, les web TV que l'on a par notre réseau national, qu'on arrive à s'imprégner d'une dynamique commerciale. Mathieu Le Colombel, on ne vous a pas encore entendu jusqu'à présent sur cette deuxième partie. Votre entreprise, Black Mill, est une agence, un studio parisien. Vous êtes spécialisé dans les films d'animation et le motion design. Vous avez ouvert des bureaux à Nantes il y a 1 an. Est-ce que vous avez découvert une ville de réseau ici ? Alors déjà, pour commencer, c'est vrai que c'est très intéressant de voir que tous les jours, en fait, on en apprend énormément. Et effectivement, sur ce salon, encore une fois, je vois qu'il y a des réseaux qui existent que je ne connaissais absolument pas. Donc oui, effectivement, Black Mill, c'est un studio qui a été créé il y a 4 ans, qui a très vite grossi. Alors, on a la chance de travailler dans les métiers numériques et digitaux, et on est les pionniers sur certains métiers comme le motion design, donc on nous connaît pas mal par réputation. On voit quelques-unes de vos réalisations d'ailleurs à l'écran. Et en fait, il y a un an, un peu plus d'1 an, il y a 1 an et demi, on a réfléchi à créer une succursale ailleurs en France, parce que
voilà, le studio se développait et on se disait que voilà, il était temps de se développer ailleurs. Donc on a rencontré plusieurs acteurs dans différentes villes. Et effectivement, sur Nantes, moi je connaissais Nantes surtout pour son cadre de vie, pas vraiment d'un point de vue professionnel. Et en fait, j'ai gratté un petit peu, j'ai rencontré des gens, notamment Nantes Métropole Développement à l'époque, qui s'appelle Nantes Saint-Nazaire Développement aujourd'hui, le quartier de la création, et en fait qui m'ont fait découvrir en fait ce réseau qui existait ici. Et vous avez su les trouver ou comment ça s'est fait? En fait, ça s'est fait effectivement par. Alors, ça a commencé Il suffit que vous tapotiez sur non, pas du tout. votre ordinateur pour. Non, c'est aussi justement par rapport à une découverte ici. C'est l'ouverture de comprendre ce que c'était que les espaces de coworking. Je savais absolument pas ce que c'était. En fait, on a commencé la succursale dans un espace de coworking ici à Nantes. Et en fait, c'est en parlant avec les autres et se rendre compte qu'en fait, ici au niveau de Nantes, les gens aimaient travailler ensemble, avaient envie de travailler ensemble et développer ensemble. Et en fait, que voilà, il y avait l'agence Nantes Métropole Développement qui existait, qu'il fallait absolument que je les rencontre. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, Black Mill Nantes se développe à une vitesse voilà, que même j'ai du mal à suivre moi tellement ça se développe. Ça va trop vite. Ouais. Vous dites ici à Nantes, plus qu'ailleurs, plus qu'à Paris, c'est pas la même philosophie, le même esprit. C'est vraiment différent. Alors j'aimerais pas me faire des ennemis ailleurs, on va dire, mais c'est vrai que sur Paris ça fonctionne énormément par réputation. Nous, on travaille exclusivement pour des grands comptes. C'est intéressant, ça, effectivement, ce mot, la réputation. Non, mais c'est vrai. Sur les grands comptes sur lesquels on travaille, ils sont présents sur Paris, donc il faut avoir une présence sur Paris. Donc la création du siège sur Paris, logique. Moi, je suis pas parisien, je suis breton. Si j'avais pu créer dans l'Ouest à l'époque, je l'aurais fait. Le fait de revenir comme ça aux sources, c'est plutôt une libération. Pour moi, c'est vraiment une chance que j'ai. Et voilà, la conception de l'entrepreneuriat ou du développement est vraiment différente. Vous avez ce sentiment-là, qu'il y a une spécificité nantaise également là-dessus, Hervé Germain, allez-y. Ah oui, tout à fait. Par rapport aux diversités des entreprises qui sont ouvertes pour entrer au DCF, oui, complètement. Un grand professionnalisme, une grande complémentarité. Puis on a aussi un secteur très fort technologiquement. Là, il y a un jeu à la nantaise, Hervé Germain? Il se trouve que nous, on travaille dans la construction navale. Donc, oui, forcément. Et l'aéronautique pour beaucoup. Donc, la région est quand même une région très dynamique dans ces métiers-là. Donc, mais en effet, il y a un état d'esprit qui est plutôt pas mal. Il se trouve que j'ai habité un peu en dehors, sur Paris et surtout sur Marseille. Et à Marseille, c'est pas pareil, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas la même solidarité, la même ouverture sur les autres, le même accueil. Je ne sais pas où c'est diffusé. Allez-y, faites-vous des. Non, enfin, on a, je pense, oui, beaucoup de chance de vivre dans nos régions. Il y a effectivement quelque chose sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ça. Il y a ce qui m'a frappé en fait quand j'ai rencontré Nantes Métropole Développement, c'était l'objectif en fait de devenir un territoire représentatif des métiers numériques et digitaux, vraiment d'avoir quelque chose de vouloir fédérer en fait plusieurs acteurs autour de ça. Donc effectivement, il y a quelque chose ici d'unique. Il y a un objectif. Vous-même, vous êtes rentré dans différents réseaux Justement, comme je disais, alors je suis vraiment une jeune entreprise, surtout sur Nantes, et j'en apprends tous les jours. Je rencontre des gens tous les jours, et l'agence, le studio se développe tous les jours grâce à ça, grâce aux rencontres. D'accord. Et vous intégrez des réseaux Pas encore. Pas encore. Je cherche justement. Je suis comme un peu novice. J'ai entendu le mot tout à l'heure. C'est exactement ça. Mais vous avez l'embarras des choix. En tout cas, c'est on a l'embarras des choix, exactement. Virgile Lelon sur la jeune chambre économique. Que deviennent ensuite les jeunes qui sont passés par la jeune chambre? Est-ce qu'ensuite ils se servent de la jeune chambre comme une espèce d'annuaire des anciens, quoi, et pour faire peut-être du business par la suite? Alors après, la jeune chambre économique est une association assez ancienne, avec un impact sur le territoire très présent. Donc effectivement, une fois que ces personnes-là ont plus de 40 ans, soit ils intègrent d'autres clubs, style le Rotary, le Lions Club ou le C40. Mais par contre, ils arrivent aussi également à contacter les anciens membres, et ça génère autour de ça un réseau en tout cas de personnes qui connaissent les valeurs qu'on défend. Donc pour le travail, c'est beaucoup plus facile en tout cas. Est-ce que vous avez parlé de formation? Vous parlez même en préparant cette émission d'école de la vie. Une fois qu'on est passé par la jeune chambre économique, on ne l'oublie pas. On peut faire du renvoi d'ascenseur. On n'oublie pas parce qu'on a une appartenance forte finalement aux valeurs qu'on défend, aux valeurs qu'on partage. Donc une fois qu'on a quitté la jeune chambre, on revient finalement vers ces valeurs, et on peut voir que le tissu économique nantais en tout cas est constitué de plusieurs personnes qui ont des places importantes maintenant, soit Nantes Métropole, soit même dans d'autres clubs ou d'autres syndicats style le MEDEF ou CGPME, qui sont passés par la jeune chambre en tout cas pour se former. D'accord, c'est une sorte de tremplin, quoi. Voilà.
Je voudrais rebondir sur les jeunes parce qu'ils arrivent, ils ont déjà 18 ans et nous, on va les voir avant au niveau des dirigeants commerciaux de France. Notre premier travail est d'aller, puisqu'on parlait du réseau nantais, il y a beaucoup d'écoles, donc un bastion très important de jeunes qui sont orientés vers les métiers, pas forcément du commerce, mais du marketing, du contrôle de gestion, qui nous parlent. Et nous, on vient leur dire que faire du commerce, vendre, c'est vraiment créateur de richesse. Et peut-être rejoindre votre réseau, vous les incitez à rejoindre disons des réseaux ? Alors, on peut les inciter à travers un concours national de la commercialisation qui regroupe plus de 10 000 étudiants. Et là, on leur donne l'envie d'étudier un cas, de se vendre. Et puis après, c'est un très bon tremplin pour choisir le métier, créer, parce que beaucoup ont envie de créer. Mais en tout cas, nous, notre première vocation, c'est d'aller les rencontrer. Et Nantes, pour cela, c'est extraordinaire. Et notre rôle d'ADCF, c'est d'aller évangéliser, dire ce qu'est la fonction. Mais oui, ils ont plus envie de faire du marketing. Ceci dit, faut aussi en faire. Mais il faut aussi se projeter sur les fonctions commerciales de demain. Et le profil des uns et des autres n'est pas forcément le même que le vendeur d'autrefois. Donc il faut démystifier, et ça le concours de la commercialisation on l'a dit, il n'y a que 5% des jeunes qui ont envie d'aller vers les métiers commerciaux. Il y a plus de 150 000 postes de disponibles. Eh bien là, on a notre vrai travail de créateur de richesse au niveau des DCF. C'est aussi la force du réseau, voilà. Il faut être persuasif, etc. Est-ce que parfois le réseau peut se transformer en club un petit peu fermé, en entre-soi, voilà, on reste entre nous. Alors c'est peut-être aussi ça qui fait la force du réseau, mais il n'y a pas un écueil là à éviter? Je pense que sur Nantes, effectivement, on peut vite tomber dans ce travers où différentes professions, en tout cas la Jeune Chambre économique de Nantes, ont été confrontées à ce problème-là, où que ce soit des avocats, des experts comptables se retrouvent entre eux et finalement ne veulent pas intégrer d'autres personnes. C'est un certain confort. Donc il faut effectivement ouvrir ce réseau, être représentatif de la société en allant chercher des gens issus de la diversité, mais également des entrepreneurs issus d'autres villes. Sur cet aspect-là, un club un peu fermé où vous arrivez quand même à recruter chaque année de nouveaux industriels chez Neopolia? Oui, il y a des entrées régulières, mais on travaille aussi de plus en plus avec la Bretagne. Il y a comme Bretagne Pôle Naval qui est un autre cluster qui marche plutôt bien. Donc on se parle beaucoup. On a même fait récemment une action en commun. Donc il n'y a pas lieu de rester fermé de toute façon. C'est-à-dire que si on reste fermé, on ne va pas avancer beaucoup. Et notamment si on veut se projeter à l'international, de toute façon on n'a pas forcément toutes les compétences dans la région. Même si la région est extrêmement importante industriellement, il n'y a pas tout. Donc il faut bien chercher d'autres. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur les réseaux auxquels vous appartenez. On arrive à présent à la fin de cette émission. Je me tourne vers notre grand témoin que je vais appeler à me rejoindre ici sur ce plateau, François Badenès, qui va prendre ma place. Voilà, François Badenès, consultant en conduite du changement. Voilà le micro. Voilà, hop. Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Voilà, consultant en conduite du changement, cofondateur d'un autre réseau, Atlantique 2.0, le cluster nantais du numérique, lancé ici à Nantes en 2008 avec un objectif, construire une véritable filière du web et puis avec un lieu de rassemblement qu'on connaît bien, la cantine du numérique. Alors être en réseau pour toutes ces entreprises du numérique, c'est une évidence, quoi. Aujourd'hui, toutes les entreprises du digital fonctionnent en réseau. On ne peut pas s'en passer quand on fait partie de ce secteur d'activité-là. Ça fait un peu partie effectivement de l'ADN. Il y a un absent qu'on n'a pas encore cité d'ailleurs en termes de réseau, c'est les réseaux sociaux qui sont aussi pour nous tous, je crois, ici présents, quel que soit le domaine et la motivation de départ de nos réseaux respectifs, un amplificateur possible de mise en relation, de promotion, de partage de connaissances aussi, tout simplement. Et c'est vrai que dans le numérique, assez spontanément, il y a une culture du partage. Alors c'est pas vrai pour toutes les entreprises de la même façon, mais voilà, les startups assez volontiers cherchent des relations. Elles en ont besoin d'abord. Elles ont besoin de partager des connaissances, besoin de partager des savoir-faire. Elles sont à la recherche de compétences aussi, tout simplement parfois. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences qu'on peut avoir, personnelles, etc., on cherche aussi justement à être plus fort, à avoir des soutiens à l'extérieur avec d'autres entreprises pour justement être plus armé face au marché. C'est des soutiens, c'est ce que j'appelle aussi c'est la coopétition.
C'est le cas aussi d'ailleurs chez Neopolia, ça a été bien décrit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'assume le fait d'être en compétition avec certains acteurs avec lesquels je travaille en réseau, mais j'assume la coopétition, parce que j'ai besoin de coopérer pour grandir, parce que pour atteindre certains marchés, répondre à certains appels d'offres, je ne peux pas y aller tout seul, parce que je ne suis pas taillé pour, et j'ai besoin, il y a nécessité fait loi, j'ai besoin de travailler, y compris avec des compétiteurs, pour renforcer des savoir-faire ou inventer des nouveaux produits, des nouveaux services. Aujourd'hui, impossible de réussir dans le monde économique sans passer par un réseau ? Non, je crois que c'est possible. Il y a des entreprises aussi qui vivent plutôt cachées, qu'on voit pas trop dans les réseaux. Je suis pas convaincu que ça les prépare bien sur l'avenir. Et en tout cas, moi, ce que je vois quand même dans les entreprises qui performent le mieux, elles sont quand même très présentes dans les réseaux. Elles ont des stratégies aussi d'influence sur les réseaux sociaux, de web marketing, etc. Voilà. Après, ça dépend un peu de la réalité des produits qui sont vendus par l'entreprise ou de son secteur. Mais la coopération, le fait de partager, le fait aussi de partager du plaisir, des rencontres, c'est des mots-clés qui ont été employés. Quand même, il faut toujours se rencontrer physiquement. Bien sûr, même malgré les réseaux sociaux. Alors là-dessus, pour casser une mythologie, toutes les études sociologiques montrent que les acteurs qui sont les plus présents sur les réseaux sociaux sont aussi les plus investis dans les réseaux physiques. Donc voilà, faut casser cette mythologie de la virtualisation des rapports humains. C'est pas vrai. Moi, je pars au Québec l'année prochaine. Je vais rencontrer des gens extraordinaires que je n'aurais pas pu rencontrer sans Twitter. D'accord. Un exemple. Donc aujourd'hui, un réseau, c'est le fondement pour commencer son entreprise, pour commencer son développement. Alors, on a parlé dans la première partie beaucoup des réseaux d'accompagnement. Je ne saurais trop effectivement les conseiller. C'est des bons effets de levier. C'est des choses qui permettent effectivement aux jeunes entrepreneurs de ne pas se sentir seuls, de démarrer, d'être aidés, d'être conseillés, de trouver des mentorats. Et moi, je suis vraiment admiratif du travail qui est fait par beaucoup de mentors, de parrains dans les différents réseaux qui sont à notre disposition. Ça serait dommage de s'en passer. Et puis après, les réseaux business, les clusters, les pôles de compétitivité peuvent être, suivant le secteur d'activité dans lequel on est, des tremplins, des occasions de définir des nouveaux produits, des nouvelles stratégies, d'attaquer le marché international aussi pour beaucoup d'entre elles. Donc oui, de toute façon, il y a de la fertilisation croisée à participer à des réseaux. Il faut réseauter, c'est pas un vilain mot, réseauter. C'est pas un vilain mot, c'est même, je crois que ça existe depuis que l'humanité existe. C'est encore amplifié aujourd'hui, bien sûr, avec les outils qui sont à notre disposition et notamment le média web, mais c'est du bon sens. Du bon sens, se rencontrer, partager, être confronté aussi à d'autres points de vue, c'est intéressant. Merci François Banès pour cette conclusion. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation de Tout Éco. C'est la fin de ce numéro en partenariat avec Audencia. Merci au Salon des entrepreneurs de nous avoir accueillis sur cette 8e édition. Merci tout spécial aux étudiants de Sciences Com qui nous accompagnent pour la préparation de l'émission et qui accueillent nos invités et le public. Merci à toute l'équipe en régie et Tout Éco est bien sûr à retrouver sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Encore à très bientôt sur Télé Nantes. Tout Éco vous a été présenté par le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes.